Bonjour et bienvenue sur Walking Tour 360. Aujourd'hui, je quitte la ville des Hibiscus pour me rendre là où même James Cameron a fait « Wow ». Direction la gare. Je reprends le train à grande vitesse, jusque la gare de Zangaïe Ouest. Durée du trajet, 23 minutes. Son prix, 5,89 €. De là, je reprendrai un taxi jusqu'à mon hôtel qui ne se trouve pas très loin de là, dans la petite bourgade de Wolingwan. Et je me dirige clairement vers la partie de ce voyage que j'attendais le plus. Je reste 3 jours et demi ici, et le programme s'annonce juste démentiel. Tellement démentiel que je ne peux pas tout vous présenter en un seul vlog. Ce vlog sera donc coupé, présenté en 2 parties. Pourquoi ? Parce que vous risqueriez clairement un décollement de la rétine si je vous montrais tout en une seule fois. Avant de rentrer dans le « wow », je compte bien profiter du reste de la journée et de la soirée. Pour une fois que tout roule, qu'aucun problème ne me tombe dessus, enjoy. Donc, le programme d'aujourd'hui, direction le complexe culturel de Xiangzifu. C'est un endroit qui gagne vraiment à être connu, qui gagnerait vraiment à être connu. En pénétrant cet endroit, on est propulsé dans le temps. L'architecture, ici, elle est incroyable. Et le souci du détail est vraiment poussé à l'extrême. Attention, car on n'est pas sur du monument historique. C'est un complexe culturel et un musée très récent. On est sur du moderne à la sauce antique. Son ouverture date du 17 février 2026, donc juste un mois avant ma visite. Quelle chance j'ai eu de pouvoir visiter cet endroit. Ici, les jardins, les bâtiments, les boiseries sculptées, tout est travaillé avec précision. On est sur du grand art. Pour sa partie architecturale, on retrouve des demeures nobles, reconstituées à la perfection. Mais c'est aussi un musée. Un musée où sont exposés l'artisanat, les savoir-faire ancestraux, d'anciennes cartes anciennes, d'anciennes monnaies, des sceaux d'époque, des armes, du mobilier, des fresques, des armures. Ça en jette un max. Et tout ça est mis en scène de façon remarquable. Donc, pour résumer, c'est une création culturelle moderne construite pour valoriser le patrimoine immatériel de la région. Et le soir, il s'illumine et il devient magnifique. En Chine, ils aiment beaucoup illuminer absolument tout. C'est une chose que j'ai remarquée. À la base, l'objectif de cette sortie de ce soir était de me diriger vers le spectacle. Une expérience que je voulais vivre, un opéra chinois, la scène la plus incontournable de Zangaïe. Ici, il faut réserver en avance, sinon vous ne rentrerez pas. Ou vous aurez une place, une place de merde. Ouais, c'est le mot adéquat. Ce show, il est divisé en 2 parties, une à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Ce show,
C'est de l'opéra, des danses de tambour, du kung-fu, de l'amour idyllique, des cascades, des zombies, ah ouais, de la guerre. Et à l'extérieur, le feu s'invite dans les transes incroyables. Et le top, il faisait bon. Pas de pluie. J'ai adoré. C'est une expérience que je vous recommande chaudement. On est plongé dans une atmosphère de pure magie. Son prix, comme je vous l'ai dit, j'ai réservé en avance. Et je me suis fait plaisir. Place VIP. Je voulais une des meilleures places afin de profiter un maximum du spectacle. Son prix, 28,55 €. Mais, assez parlé de ce show. Je vous laisse en découvrir une petite partie, le temps d'ouvrir la rubrique parenthèse. Aujourd'hui, on parle d'un sujet un peu plus léger, ou pas, ça dépend de vous. On a discuté dernièrement qu'avant, lors de mon jeune temps, c'était pas il y a si longtemps que ça, hein. Lors de votre jeune temps à vous aussi, là c'est peut-être un peu plus, YouTube n'existait pas. Eh bien, l'histoire de YouTube, tu la connais ? Je vais te la raconter. Comment est né YouTube ? Bienvenue dans cette petite parenthèse. On parle de YouTube comme si ça avait toujours existé. Comme si les vidéos, les chaînes, les likes et les commentaires avaient toujours fait partie d'Internet. Eh bien non. Un temps que les moins de 30 ans n'ont pas connu. Et tout ça ne nous rajeunit pas. Mais à l'origine, tout est parti d'un simple problème. En 2005, 3 anciens employés de PayPal, tu sais ce truc de paiement sécurisé, eh bien ils veulent partager une vidéo en ligne. Mais à l'époque, c'était quasiment impossible. C'était un vrai parcours du combattant. Il fallait passer par des protocoles de transfert, les fameux FTP. C'était galère. Vous vous souvenez ? Les newsgroups, le peer-to-peer, les fichiers étaient lourds. Les fichiers étaient trop lourds, les sites mal fichus et la technologie encore jeune. Et ce n'était pas donné à tout le monde de pouvoir utiliser ça. Alors, ils ont eu une idée. Créer un site où tout le monde pourrait mettre en ligne ses vidéos. Ils l'appellent YouTube. You, pour toi, et Tube, le surnom qu'on donnait à la télé à l'époque, le tube cathodique. En clair, c'est ta télé à toi. Le 23 avril, la première vidéo est publiée. Un mec devant des éléphants qui dit « Me at the zoo ». 20 secondes, rien de plus. Mais c'est un point de départ d'une révolution culturelle. Je vais essayer de te la mettre dans un petit encadré là sur l'écran. Et je vais essayer de me taire pendant 20 secondes. Alright, so here we are, some of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really, really, really long fronts, and that's cool. And that's pretty much all. C'était difficile, très difficile de me taire. En quelques années, YouTube devient un nouveau monde. On y apprend, on s'y confie, et certains s'y perdent également. Des milliards d'heures regardées, commentées et rejouées. Un miroir de l'humanité, parfois brillant et même parfois dérangeant. Et tout ça à cause d'un petit bug. Un petit bug dans le partage de vidéos. Et comme souvent, les grandes révolutions naissent de la frustration. Moi, je suis de cette génération de geeks. L'informatique, c'était ma passion. J'ai commencé ça à l'âge de 11 ans, et puis c'est même devenu mon métier. Ce que j'aimais, c'était de résoudre les problèmes, trouver des solutions à toute cette petite frustration du quotidien. C'était mon moteur, mon truc à moi. Mais voilà, j'ai quitté ce monde il y a presque 20 ans. Fatigué de devoir sans cesse me remettre à jour, passer des certifications qui en quelques années ne valaient plus rien. Je pense que certains d'entre vous se reconnaissent dans mon discours. Est-ce que je regrette ? Non. Parce que là où la passion était devenue contrainte, le dégoût a pris le dessus. Et il m'a fallu 15 ans. 15 ans après m'être reconverti pour que cette passion revienne différemment. Plus modéré et plus libre. C'est surtout redevenu un plaisir. Un plaisir qui maintenant sait garder sa place. Et ça, c'est beau. Ça y est, ce matin, c'est le grand jour. Levé de bonne heure à 6 heures et direction la porte est du parc national de Zangaïé.
La place, elle est juste énorme. On y retrouve des échoppes, des boutiques, des restaurants et diverses activités, et la nature surtout avec un grand A. Bon, à cette heure, rien n'est encore ouvert, hein. On reviendra plus tard. Et moi qui rêve d'un café, je reste sur ma faim, ou plutôt sur ma soif. Même cette chaîne de café là, dégueulasse, n'est pas encore ouverte. Tu sais, Starbucks. En arrivant, on fait face à une énorme pagode, entourée de montagnes recouvertes de brume. On dirait une scène de film, tellement c'est beau. Et je ne vous raconte pas mon niveau d'excitation sur le moment. Cette pagode, c'est l'une des portes d'entrée du parc. Plusieurs itinéraires sont proposés. Évidemment, je me suis bien renseigné avant de visiter cet endroit. Et il est fortement recommandé d'emprunter l'itinéraire B. C'est ce que je fais. J'ai réservé encore une fois en avance pour être sûr de pouvoir rentrer, de pouvoir prendre l'itinéraire que j'avais choisi. Le prix du ticket, attention, c'est pas donné. Mais même si j'avais dû payer le double, je n'aurais pas raté cette occasion. Je n'aurais jamais voulu rater cette visite pour rien au monde. Le prix, 59 € et 73 centimes. L'entrée, elle est valide 4 jours et comprend 3 téléphériques et l'ascenseur des 100 dragons. Je consacre 2 jours à la visite de ce parc. 2 jours où je vais en prendre plein les yeux. Et encore une fois, on est sur une attraction 5A. Une fois les contrôles de sécurité passés, on se dirige vers un arrêt de bus. Et là, déjà, en levant la tête, c'est juste waouh. Le trajet en bus, lui, est un peu sportif. D'ailleurs, il nous emmène sur le site de l'ascenseur. Cette zone s'appelle Yuanjiaje, un truc comme ça. Et de plus, il s'arrête plusieurs fois en cours de route. Et c'est à toi de savoir quand tu dois descendre. C'est pas très clair tout ça. Pour un occidental, c'est pas très clair, car presque tout est en chinois. Et là, on monte dans l'ascenseur des 100 dragons. Ça va super vite. L'ascenseur vitré est fixé à la paroi rocheuse. Et tout d'un coup, la vue s'offre à vous. On traverse la brume, les nuages et le show commence. 2 minutes suffisent pour vous emmener à plus de 1000 mètres d'altitude. On descend de l'ascenseur et on arrive à une zone appelée Stone Peak Forest, la forêt au pic rocheux. C'est juste énorme. C'est d'ailleurs cet endroit qui a inspiré James Cameron pour la planète Pandora dans le film Avatar. D'ailleurs, voilà le pic Avatar. S'ensuit la fontaine du double dragon, Double Dragon Spring. Bon, pour info, l'eau n'est pas potable. Et, en continuant le chemin, j'arrive au bassin de la longue vie. La tradition dit que si vous lancez une pièce de monnaie dans ce bassin, vous serez béni d'une longue vie. Est-ce que je l'ai fait? Bah oui, j'y ai même lancé 2 pièces, on n'est jamais trop prudent. Et là, le long du sentier des âmes perdues, les singes s'invitent à la balade. On arrive ensuite au premier pont du monde, ou plus vieux pont du monde, c'est son nom. C'est cette arche naturelle. Le chemin l'emprunte.
On va le suivre. Ты видишь скалолаза? Ah oui, des chemins, il y en a partout. C'est difficile de se repérer. C'est difficile de se repérer. Même sur la carte, c'est vraiment pas très clair. Et, en continuant le chemin, je tombe sur un artiste peintre. Vous avez vu? Doué le gars. Bravo. Et là, ce pauvre gars vient de se faire voler son dîner par les singes. Ça devait arriver. I'm sorry for you. J'arrive enfin à la fin de la première partie. Et il faut ensuite reprendre un bus qui va vous emmener vers le point suivant, qui est le mont Tianzi. En arrivant ici, le trek commence et on fait rapidement face à la forêt de pics de mer ouest. West Sea Peak Forest. La beauté de cet endroit est envoûtante. Il est maintenant temps de redescendre du mont Tianzi, premier voyage en téléphérique. Et je n'ai pas de mots pour décrire ce que je vois. On va profiter de cette descente en téléphérique afin d'ouvrir la rubrique face cachée. Ça changera de mon bureau ou de ma cuisine. Et on va aborder un sujet hyper pratique, celui de la réservation des tickets de train. Et aussi par la même occasion parler de la réservation des hôtels en Chine et de mon aventure qui s'est mal passée précédemment. Savoir se déplacer de ville en ville ou tout simplement prendre le train. Bienvenue dans la rubrique face cachée, l'endroit où je vous explique tout. Je vous explique tout, absolument tout, même ce que vous n'avez pas forcément envie de savoir. En Chine, prendre le train, c'est une autre planète. Le réseau est gigantesque, ultra efficace, mais pour un touriste, ça peut paraître être un parcours du combattant. Les ventes officielles de billets ouvrent seulement 48 heures avant le départ. Et là, c'est Hunger Games. Les places partent plus vite que des soldes sur Shein. Bien sûr, vous pouvez tenter le site officiel ou le guichet, mais soyons honnêtes, rien ne garantit que vous aurez une place, encore moins en première classe pour faire le beau. Et ça, franchement, c'est agaçant. Bonne nouvelle, la plupart des hôtels vous proposent d'acheter vos billets pour vous, souvent gratuitement. Mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même, rappelez-vous le conseil numéro 1. Encore meilleure nouvelle, il existe une autre arme secrète. Trip.com, cette application ou site web dont nous avons parlé précédemment, vous permet de réserver jusqu'à 15 jours en avance. Comment? Simple, ils encaissent avant l'ouverture et puis raflent les places dès qu'elles tombent. Résultat, vos billets sont liés à votre passeport. Et vous n'avez plus qu'à le dégainer en gare le jour J. Seul hic, une petite commission, mais franchement, pour voyager sans stress, c'est un pourboire qui vaut le coup. Perso, je choisis mon camp, trip.com. Une fois vos billets réservés, direction la gare. Et là, attention, c'est pas la SNCF ou la SNCB, c'est Fort Boyard version XXL. 2 files, une pour les étrangers, passeport à la main, ouais. Ton passeport, c'est ton billet. Et une pour les locaux, carte d'identité en poche. C'est leur billet. Ensuite, passage obligé au contrôle des bagages, façon aéroport. Pas de spray, pas de gros gel douche. Sinon, vous vous ferez confisquer votre garni ultra doux. Vous êtes prévenus. Les gares chinoises, elles sont énormes. À l'intérieur, on trouve de quoi manger, de quoi boire un café, un peu patienter. On fait ce qu'on veut en fait.
Mais ne cherchez pas à monter sur le quai directement. Ici, on attend dans la salle principale, on attend qu'un appel soit lancé quelques minutes avant l'embarquement. Et vous devrez rescanner votre passeport pour accéder au quai. Bonus, au sol, un marquage précis vous indique exactement où vous devez vous attendre. Ouais, les Chinois savent organiser une file, hein. C'est pas comme chez nous. Et à l'arrivée, rebelote, dernier scan de passeport pour sortir de la gare. Et voilà. Maintenant, vous savez comment prendre le train en Chine. Le pays entier s'ouvre à vous. Le pays est prêt à vous dévoiler ses merveilles. Maintenant, je vous explique comment éviter la frustration ultime. L'ultimate frustration, celle qui peut ruiner un voyage en un seul instant. Ouais, cela peut arriver. Imagine, tu rêves de voir cet endroit depuis que tu es tout gamin. Aujourd'hui, c'est le grand jour. 30 ans que tu attends ce moment. Tu vas enfin poser le pied sur la Grande Muraille de Chine. Tu as fait plus de 8800 km juste pour cet instant. Tu te lèves de bonne heure, tu veux vraiment pouvoir profiter de cette journée, et lorsque tu arrives sur place pour acheter ton billet, on te dit Piadu Mai Guangle, Yadao Xiazu Kai Uizi. En gros, ça veut dire tous les billets sont vendus, il n'y a plus de place avant la semaine prochaine. Bon, mon imitation de chinois n'est pas bonne, je sais. Et là, à ce moment, grande ta déception sera. D'autant plus que tu n'auras peut-être plus jamais l'occasion dans ta vie de mortel de revenir ici. Ah, si seulement tu étais conscient de ce que je vais t'expliquer avant de partir. On parle d'inactivité. Mais ça peut aussi être un problème de réservation d'hôtel. Il faut savoir qu'en Chine, tous les hôtels ne peuvent pas accueillir les étrangers. Et tu risques de te voir refoulé à l'entrée de certains comme un malpropre. Si tu ne prends pas la peine de réserver ton logement agréé à l'avance. Et c'est de tout ça que nous allons parler maintenant. Faut-il réserver à l'avance ces activités? La réponse est un grand oui. Peut-être pas toutes, mais les principales, oui. Est-ce que moi je le fais? Oui. Je vous l'ai dit précédemment que j'étais déjà quelqu'un qui préparait minutieusement ses voyages et ça se confirme. Bon, faut-il réserver ses hôtels en avance également? Franchement, oui. Faites-le, évitez-vous le stress de devoir chercher un hôtel en catastrophe, et ce, sans vraiment maîtriser l'endroit dans lequel vous risquez de vous retrouver. Comment faire? Toujours avec l'application trip.com ou sur son site web, on en a parlé juste avant. En plus de pouvoir réserver des billets de train, c'est l'équivalent de notre Booking ou Agoda. Et il ne vous proposera que des chambres ouvertes aux étrangers. En réservant en avance, vous aurez le choix de l'endroit, un prix souvent avantageux et surtout un contrôle total de l'endroit où vous séjournerez. Et si jamais vous avez un problème avec un logement, il vous rembourse l'intégralité et il cherche une solution pour vous aider dans un délai très rapide. Bonus, cerise sur le gâteau, il vous dédommage pour le souci rencontré. C'est ce qui m'est arrivé avec mon hôtel de Furong où la porte était cadenassée. Tu te souviens? Non? Bah écoute, retourne voir l'épisode précédent et tu comprendras. Et là où c'est fort, c'est que trip.com, en plus de vous permettre de réserver vos hôtels et vos billets de train, vous offre également la possibilité de réserver vos activités, vos billets d'entrée par exemple pour le parc national, pour un spectacle ou autre chose, et ce, en toute sécurité. Dans la même veine, tu as également l'application Klook.com qui permet de réserver des activités. Elle est pas mal aussi. Un conseil. C'est le troisième, je pense. Celui-là, je vous conseille de l'adopter parce que c'est de l'or. Sécurité maximum pour des réservations d'activités, de transport, d'hôtels, absolument tout. C'est un conseil qui change tout. Moi, j'ai un compte Revolut Premium, vous savez, mais ça marche aussi avec un compte Revolut gratuit. Donc, utilisez votre compte Revolut et avec celui-ci, utilisez la fonction carte éphémère. Et ce, afin de finaliser vos paiements. C'est la certitude de ne jamais voir votre compte piraté. Et vous ne voudriez quand même pas qu'une chose pareille vous arrive. Moi, ça m'est arrivé 2 fois par le passé. Et avec des sites auxquels je faisais particulièrement confiance. Mais je vous en reparle plus tard. Voilà, maintenant vous savez comment ne pas gâcher bêtement ce voyage que vous attendiez tant. Et lorsque l'on visite un pays comme la Chine, qui est aussi le pays de la technologie, on peut avoir envie de profiter des petits prix qui sont pratiqués ici par rapport à ce qui est fait chez nous. Par exemple, un joli petit drone DJI. Et bonus, comme vous êtes en dehors de l'Europe, en plus du prix déjà
Plus qu'intéressant, il vous est loisible de récupérer la TVA. Ce sera le sujet de notre prochain épisode. Ciao.